Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous présenter l'interview Culture, Santé, Sécurité de Malcolm Steve. Malcolm est anglais d'origine. Il vit en France depuis plus de 25 ans avec sa femme et ses 3 enfants. Même si plus jeune, il rêvait d'être le pilote d'un vaisseau spatial, sa carrière professionnelle va le conduire petit à petit à devenir une référence et un influenceur important dans la communauté santé et sécurité. Il a réalisé un TED sur le colibri, il est fondateur de OneWitch, membre de Trustees, il a été à plusieurs reprises récompensé et reconnu par la Société royale de prévention des accidents en Angleterre, mais surtout, il incarne à la perfection l'état d'esprit du colibri. Ce qui caractérise Malcolm, c'est sa passion et surtout sa générosité à donner, partager, aider et à promouvoir la santé et la sécurité au travail et hors du travail. Dans cette interview, Malcolm va vous partager comment le défi et l'envie de faire une différence l'animent pour influencer les personnes à se protéger. Comment la mise en place du programme Mesure a eu un impact sur la transformation de la culture de son organisation. Les erreurs à ne pas commettre et que pourtant nous commettons tous, les 3 fondamentaux pour réussir une transformation de culture, comment développer le leadership visible ressenti, le Felt Visible Leadership, comment il a géré le plus gros risque de sa vie, comment influencer et inspirer une organisation de plusieurs milliers de personnes globalement, et aussi comment influencer et inspirer personnellement les personnes au travail et aussi hors du travail, et aussi les enfants. Malcolm vous partagera aussi à plusieurs reprises les leçons reçues de son papa et de sa maman. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette interview de Malcolm Steve. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'accueillir aujourd'hui Malcolm Steve pour l'interview Culture, Santé, Sécurité. Donc je rappelle à ma communauté que l'idée c'est de vous partager une personne inspirante et vous allez voir ô combien Malcolm est très inspirant dans la transformation de la culture santé et sécurité, du leadership et de l'état d'esprit santé-sécurité. Alors je connais Malcolm depuis plus de 10 ans. À l'époque, il m'avait introduit et parrainé pour faire partie d'un réseau de directeurs HSE où on partageait des pratiques, on se questionnait aussi sur les manières de procéder. C'est quelqu'un qui, vous allez le voir, est très passionné par la santé et la sécurité, qui est beaucoup dans le partage, qui a une très très grande générosité et qui inspire une communauté de HSE managers depuis très longtemps. Alors, Malcolm, voilà pour cette introduction. Est-ce que maintenant, toi-même, tu pourrais te présenter à notre audience? Qui es-tu? Et puis, quel est ton parcours académique, en quelque sorte? D'où viens-tu? Donc, en fait, merci bien pour l'invitation. Ça faisait longtemps. Toujours un plaisir à parler avec toi. Alors, donc, Malcolm Steve, je suis le vice-président santé sécurité chez L'Oréal en ce moment. Je suis dans le poste depuis 16 ans. Donc, et L'Oréal, en fait, c'est ma 10e société dans ma vie. Donc, où j'avais travaillé pour un peu plus de 30 ans maintenant dans le domaine d'environnement, hygiène, sécurité. Donc, notamment en France avant, j'étais chez Veritas et chez Alcan et chez Pechenay qui était plutôt dans le secteur aluminium et emballage où nous avons rencontré pour la première fois. Je suis en France depuis ça fait quelques années, je pense que c'est 26 ans maintenant. Hein. Donc, je suis toujours un fan de Chelsea, mon club de foot. Hein. Et j'ai 3 enfants, 3 garçons, 2 qui sont nés en France. Hein. Et voilà. Donc, ça, c'est moi. Oh, en plus, comme tu vois derrière moi, je suis un vrai fan de science fiction. D'accord. Voilà. Excellent. Et donc, tu es originaire d'Angleterre? T'es originaire de où en Angleterre? Dans le nord de l'Angleterre, c'est un petit village qui s'appelle Barton-upon-Humber, que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est à peu près le même niveau que Manchester, si tu vois Manchester, mais l'autre côté. D'accord, Donc, d'accord. J'avais bien gardé mon accent du nord.
Excellent. Et qu'est-ce que tu as fait comme formation, comme parcours académique? Qu'est-ce qui t'a emmené petit à petit vers la santé et la sécurité? Waouh, il y avait un parcours là. Donc, en fait, première chose, je vais te dire que quand j'étais petit, je voudrais pas travailler dans la santé et sécurité, c'était pas mon objectif, etc. Je voudrais plutôt être le capitaine d'un vaisseau spatial qui va aller vers la Lune et au-delà. Et là, quelque part, malheureusement, je peux pas le faire. Et donc, j'avais décidé d'aller à l'université où j'ai étudié le, le sécurité procédé. OK? Donc, première chose que je fais à l'université. À quelques années plus tard, j'avais fait un master, mais pas tout de suite. Après la diplôme, j'ai commencé à travailler, mais plutôt dans le manufacturing, dans la fabrication. Où, après beaucoup d'années, je suis devenu directeur d'une usine qui était le numéro un site Seveso en Angleterre. Donc, et je me souviens, il y avait une journée, où il y avait les consultants qui avaient fait un audit parce que les boîtes étaient vendues. Et là, j'avais refusé que le mec peut venir sur le site parce qu'il avait une barbe. Et donc, sur un site Seveso comme le nôtre, c'était interdit d'avoir les barbes, le moustache, etc. Donc, et quelque part, il y avait une bataille entre nous. Finalement, il est rasé complètement. Et 3 mois plus tard, il m'offre un poste dans sa boîte, mais dans l'endroit de l'environnement, et c'était une boîte de consultants, et développer le business également santé et sécurité. Après cela, je suis allé pour travailler dans on peut même dire, mon premier client, OK, qui était une boîte qui s'est appelée American National Can, qui fait les canettes pour Coca-Cola, Pepsi, etc. Et là, j'avais travaillé sur l'environnement à l'échelle Europe. Et j'avais l'honneur d'être un des premiers sites mondialement à obtenir ISO 14001 en 86. Je me souviens, c'était presque le lendemain qu'ils ont transformé le British Standard en tant que l'ISO. Et là, j'avais un des premiers sites mondialement. Et grâce à cela, je suis venu, non pas venu, mais je suis devenu un nom dans la société mère, qui était une société française, qui s'est appelée Péchenet. Et là, donc, après quelques années, il me demandait si je peux venir en France en tant que responsable environnement et aussi santé et sécurité. Et je dis oui. Et c'est comme ça, quelque part, j'avais tombé dans le métier de santé et sécurité, sachant que, également, avec la sécurité procédée, donc, il y a beaucoup de choses qui étaient sécurité, mais c'est la sécurité de procédé pour éviter des explosions de déflagration, etc. Donc, et voilà. Et donc, et ça, c'était il y a longtemps maintenant. Hein. D'accord. Et donc, c'est comme ça que tu as abordé la santé et la sécurité. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite dans la santé et la sécurité? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, tu en as fait ta spécialité, ton expertise? En fait, je pense qu'il y avait plusieurs choses, mais la chose la plus importante que je ne savais pas avant, mais j'aime beaucoup travailler avec les gens. OK? Et j'avais aussi l'opportunité en même temps, parce que j'étais jeune, à commencer à voyager un petit peu voir les cultures différentes. Et là, il y avait un défi. Le défi était plutôt comment je peux appliquer quelque chose comme la santé et sécurité et tout qui était derrière le facteur humain, le facteur culture qui change entre pays et même dedans un pays. Hein. Et c'était une attraction tout de suite. Hein. Et par contre, la partie environnement, c'était toujours bien parce que il faut protéger l'environnement. Mais ça, à cette époque-là, c'était un peu l'ingénierie. Le panneau solaire, le traitement d'eau, c'était l'ingénierie. Et là, quelque part, j'ai découvert que le monde d'humain,
et tous les problèmes qu'ils font, toutes les erreurs, etc. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et c'est ça qui t'a passionné, c'est de découvrir cette complexité de l'humain et de voir comment tu pouvais essayer de l'influencer à prendre soin de lui pour éviter de se blesser, c'est ça? Un peu ça, mais aussi à faire une différence, quoi. Parce que si on peut sauver une seule vie dans notre vie, franchement, on a fait des choses bien, quoi. Et en plus de cela, d'être honnête avec toi, j'ai rencontré les gens extraordinaires. Toi et moi, nous avons rencontré parce que on a travaillé dans la santé et sécurité quand tu étais chez McCain à l'époque. Oui, absolument, absolument, absolument. Super. Alors, tu fais partie. Là, tu nous as décrit un petit peu ton parcours jusqu'à chez Péchinet. À un moment donné, comment tu vas évoluer dans ce métier-là? Après Péchinet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te donne envie? Oui, mais la première chose chez Péchinet à l'époque, il y avait vraiment on parle des années 98, 2000, 2001. Hein, et là, l'approche de santé et sécurité était plutôt une approche technique, ok? Il n'y avait pas beaucoup de vraies réglementations. Il y avait des réglementations, mais c'était plutôt une approche technique. Avec l'idée à l'époque que s'il y avait un accident, donc c'était la faute d'un opérateur. OK? Donc c'était ça. Et là, même, je me disais que c'est plus que cela. Il faut comprendre les gens et comprendre pourquoi quelqu'un, entre guillemets, a fait une erreur. Parce qu'il ne fait pas exprès. Il ne voudrait pas être blessé. Individuellement, on ne va pas aller au travail pour être blessé. Ou même pour mourir. Ce n'est pas notre objectif. Et là, donc, j'avais commencé à découvrir un monde où on peut peut-être influencer les gens pour les protéger, mais en acceptant qu'ils sont humains. Et là, après Péchinet, Péchinet a été racheté par une grande société monde qui s'est appelée Alcan. OK? Et chez Alcan, j'avais l'honneur de travailler sur un programme à cette époque-là qui s'est appelé EHS First, qui est franchement, c'était une révolution quand ils ont mis en place. En même temps, j'avais l'honneur, privilège et le privilège de travailler avec les grandes sociétés, les grands mecs qui travaillent dans la santé et sécurité de chez DuPont à l'époque. Hein. Où j'avais l'introduction également au Code de Bradley. Donc, qui m'a marqué énormément. Et je me souviens, il y avait un moment que pendant un séminaire, je pense que c'était en France, où j'ai découvert le Code de Bradley pour la première fois. Et je me disais, ça, il y avait quelque chose là pour moi. Il y avait quelque chose là. Et quand j'avais passé chez Alcan, parce qu'Alcan a racheté Péchinet, j'étais connu en tant que quelqu'un qui travaille sur le comportement des gens, et aussi le leadership visible. Donc, au lieu de que le parti technique, avec un résultat toujours qui était bien où j'étais. J'ai quitté Alcan pour quelques temps pour travailler sur Veritas. C'était une histoire sur le fait que j'étais nommé en tant que directeur sécurité d'Alcan Mondial à Montréal lui-même. Mais avant ma mutation, il y avait Rio Tinto qui a racheté d'une façon hostile Alcan. Et c'est normal qu'ils ont arrêté toutes les mutations, y compris ma mutation. Et honnêtement, je n'étais pas content, j'ai quitté la boîte. D'accord. Et je me suis trouvé chez Veritas en tant que responsable EHS pour les ouvriers. C'était pas en tant que consultant pour Veritas.
Et après, ça me manque un peu le parti manufacturing, le challenge de manufacturing. Et c'était évidemment que Veritas, même si c'est une belle boîte, hein, ce n'était pas vraiment pour moi, avec la façon que je suis câblé. Et j'ai quitté Veritas éventuellement pour L'Oréal. Et voilà, je suis toujours là. Et la chose qui était bizarre, je vais te dire, et pour les gens qui nous écoutent, la chose qui était bizarre chez L'Oréal est le fait que je ne connais pas quelqu'un à mon niveau chez L'Oréal qui a fait le même job, le même poste depuis 16 ans. Excellent, félicitations. Ouais, peut-être, soit c'est parce que je fais mon boulot très bien, ou soit je suis nul et ils ne voudraient pas me proposer autre chose. Alors, moi, j'opte tout de suite pour la première possibilité, hein, te connaissant depuis maintenant très longtemps et savoir à quel point t'influences énormément la performance santé et sécurité dans les organisations. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience de transformation de culture, santé et sécurité que tu as réussi? Alors, en nous redécrivant un petit peu le contexte dans lequel ça s'est passé, les défis qu'il y avait à relever, et puis les étapes clés et les conditions du succès et les enseignements que tu as tirés. Pas une question facile, hein? Alors là, je pense qu'on va parler de ma mission à l'époque chez L'Oréal. Alors, quand je suis arrivé chez L'Oréal, c'était en 2008. Hein, il y avait une approche, il y avait une approche qui est un peu technique. Donc, EHS était fait par l'EHS, le métier santé sécurité, avec un état d'esprit un peu réactif. On a eu un événement, on va réagir. OK? C'était pas proactif du tout. Et une de mes missions était à changer tout cela, première chose, rendre la sécurité et la santé un enjeu mondialement à travers toutes les activités. Mais deuxième chose, à transformer la culture et améliorer la performance. Et avec mon historique mon expérience chez Alcan, hein, j'ai créé une approche qui était à faire une transformation vers l'interdépendance, qui est quelque chose de Bradley Kerr. Hein. Et là, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est le leadership visible. Ça veut dire qu'on a besoin de le manager qui seront sur le terrain. Ils parlent avec les gens, avec leur équipe, avec sincérité, hein, sur leur sécurité et leur santé. Et donc, et je suis pas, comme tu sais très bien, je suis pas un fan d'embaucher, prendre des choses qui étaient, si on peut dire, sur les étagères. OK, les produits des autres sociétés, des consultants. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup que si on peut avoir une société qui peut créer quelque chose eux-mêmes avec leur effectif pour faire un déploiement chez eux, ça va être beaucoup plus puissant dans le temps. OK? Et là, donc, on a commencé en espérant par les choses qu'on a fait chez Alcan, en utilisant un consultant qui travaille tout seul, une petite boîte en France, hein, une boîte d'un seul. Hein. Et on a construit quelque chose avec mes directeurs EHS, avec les managements, qui va les aider à rendre leur engagement de santé et sécurité visible. Et ça, et on a créé un programme qui s'appelle Measure. Et Measure, c'est un acronyme parce que nous aimons beaucoup nos acronymes pour manager la sécurité, manager efficacement la sécurité en utilisant le recadrage et le réalignement. Et donc, c'était plutôt un programme à forcer, entre guillemets, le manager d'aller sur le terrain et parler avec les gens.
Et l'objectif n'était pas à changer le comportement des opérateurs, c'était pour changer le comportement du manager. Et là, donc, on a fait quelques pilotes, à travers le monde, hein, chez L'Oréal, très bien passé. Et L'Oréal a attrapé le programme. Et maintenant, c'est partout, dans tous les coins du monde, la même approche dans tous nos sites. Hein, et ça fonctionne même aujourd'hui très bien. Très bien. Excellent, excellent. Et donc ce programme Mesure, qui est en fait un programme pour aider les managers à avoir une communication efficace pour utiliser le recadrement et le réalignement, ça a été déployé partout. Et de quel niveau de performance? Parce que tu m'as parlé que tu devais rendre la HSE un enjeu mondial, transformer la culture et améliorer la performance. Donc cet outil Mesure, là, dans cette réussite, il t'a permis de passer à quel niveau de maturité en termes de culture et à quel niveau de performance? En fait, deux choses si je peux. Première chose, le recadrage et le réalignement, c'est pour le manager. Il faut recadrer le manager, c'est pas pour recadrer l'opérateur. OK? Avec les opérateurs, etc., c'est plutôt d'avoir une discussion. Et dedans le programme, il y a un manager peut poser que 3 questions pour démarrer, et c'est les questions ouvertes. Au lieu de dire que il faut, tu portes pas le gant, il faut mettre le gant, il faut poser les questions ouvertes pour que quelqu'un peut le couvrir eux-mêmes. Et après, on va discuter qu'est-ce qu'on va faire. C'est important parce que c'est recadrage et réalignement de manager pour que tout le manager parle le même langage. OK? Donc, de directeur du site jusqu'au superviseur. OK. Tout le monde. Et quelle était ta question? C'était de savoir cet outil Mesure là, quel niveau, à quel niveau de maturité il t'a fait évoluer, comment a été l'évolution de la culture et quelle est la performance aussi que ça a apporté. La façon que nous utilisons notre version, notre hybride de Bradley Curve, et donc on passe de la partie réactive, c'est la gestion de risque, EGS égale EGS. La deuxième partie, c'est comment on va faire impliquer progressivement la ligne hiérarchique. Après, le troisième, c'est l'engagement des employés. Et là, quelque part, pour passer d'une mode réactive vers dépendance à indépendance, donc il faut que l'engagement du manager soit visible. Et donc, le visite mesure, c'est notre programme numéro 1, il y a des autres, qui vise le visible felt leadership. Ça veut dire que la façon que le leadership de gens soit vu et se senti par les opérateurs. Parce qu'il faut que derrière, il y a un niveau de sincérité. D'accord. Et donc ça t'a permis de passer de la partie réactive à la partie dépendante, c'est ça? Felt leadership. Mais ça prend beaucoup d'années parce que notre approche parce que j'avais mon père, OK, qui était quelqu'un qui a travaillé sur un site de construction toute sa vie avec le béton, etc. Il me disait, Malcolm, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Si c'est important pour ton chef, c'est important pour toi. Et là, quelque part, je n'avais pas oublié. Et si mon chef parle jamais de ma sécurité et toujours de la productivité, quel est le message derrière? Okay. Et donc, et quelque part, le déploiement de mesures, c'est pas fait par l'EHS. L'EHS et peut-être les directeurs de l'EHS va former le CODIR, le comité de direction. OK? Après, le comité de direction va former eux-mêmes leur équipe. C'est pas par EHS. Si c'est important pour mon chef, c'est important pour moi. Mais avec l'aide de soutien de EHS. Et après, ce niveau-là va faire quelques visites mesures pour plusieurs de mois. Et après, il faut regarder la façon qu'ils le fassent pour savoir est-ce que
ils font des évaluations de risque ou est-ce qu'ils posent les questions ouvertes et ils engagent en discussion avec les gens? Si ils visent les risques, c'est pas majeur, c'est une évaluation de risque. Okay? Au moment qu'ils sont validés par le GES, ils peuvent former leur équipe directe. Et on a quelques sites, notamment en France, par exemple, où on a pris 7 ans pour former toutes les lignes hiérarchiques. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Et chaque fois qu'on change de manager, il y a un impact énorme sur la culture, sur le programme. Il faut reformer les gens. Et donc, et même tu dis, ah oui, ça nous permet d'aller sur le parti indépendant, mais chaque site est différent. Chaque site a leur propre culture. Chaque site a le défi de management. Donc, et c'est pas une vitesse, la vitesse est différente entre les sites dans le monde. Il y a combien de sites chez L'Oréal? Hein? Il y a combien de sites industriels et logistiques chez L'Oréal? Manufacturing, fabrication, il y avait 41 sites. Et sur la partie logistique en propre, il y a à peu près 70 sites dans le monde. Mais on a aussi les sites de sous-traitance, mais les sites en propre. Et après, on a quelques centaines de sites administratifs, à peu près 2000 quelque chose boutiques dans le monde. Et on a la force de vente également. Et chaque, entre guillemets, activité a une culture différente. La façon qu'on va faire quelque chose dans le manufacturing, c'est pas la même façon. On va faire quelque chose dans une boutique. On n'a pas de visite mesure dans une boutique. On fait quelque chose un peu plus fondamental visible. Ok, c'est un autre programme. Et quand tu me poses la question, comment on a réussi avec ça? Quels sont les indicateurs clés? C'est difficile à te dire parce que j'avais fait beaucoup de choses en même temps. Il y avait des autres programmes qui adressent des choses différemment. Mais si on regarde que quelque chose comme le nombre d'accidents, on a beaucoup moins des accidents d'aujourd'hui qu'avant. On peut même dire que le manager d'aujourd'hui, ils sont complètement impliqués avec la sécurité et la santé de leur équipe. EGS, on a toujours besoin de le manager EGS. C'est comme la personne qui fait tourner la roue de temps en temps. On a même les gens qu'aujourd'hui, quand ils arrivent dans le groupe, ou pour n'importe quelle raison, la sécurité, c'est pas important pour lui. Il a des autres priorités dans sa tête. C'est une boîte vivante et dynamique. Oui. Alors pour bien que l'audience comprenne, donc L'Oréal c'est quand même une grosse société. Hein. Il y a 40 sites manufacturing, 70 sites logistiques, plus de 100 sites administratifs, 2000 boutiques. Il y a combien de salariés pour donner une notion d'envergure? Grosso modo, 85 000 dans le monde. Voilà, 85 000 personnes, d'accord. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Statutaire en plus, d'accord. Donc c'est normal que effectivement, hein, on n'est pas sur un petit site. Et là, quand tu me parles de ce programme-là, Mesure, c'est un programme que tu as déployé pour l'ensemble de l'organisation. Donc c'est normal que effectivement, ça mette du temps. Et ce qui est important de retenir, c'est que il faut s'adapter, il faut prendre le temps parce que chaque culture est différente et chaque changement dans l'équipe de management, même dans la direction. Provoque des bouleversements, des changements dans la culture. Et qu'à chaque fois, il faut recommencer pour être sûr que les choses se pérennisent et se conservent dans le temps. C'est ça? C'est ça. Et des choses qu'il faut ajouter, tu as dit que toutes les cultures sont différentes, spécialement dans les autres pays, ils ne sont pas comme la France. Mais même le nord de la France et le sud de la France, ce n'est pas la même culture. Okay? Et là, quelque part, un de les clés pour succès pour moi, et on donne la flexibilité que les sites localement peuvent adapter les programmes pour que le programme soit un succès. Okay? On donne les cadres. Mais dans le cadre, il y a de flexibilité. Parce que sinon, souvent, on dit, ah oui, c'est comme ça, c'est rigide, on ne change pas. Honnêtement,
c'est pas bien parce que ça va pas fonctionner dans toute la culture. Et si on donne l'autonomie d'un site à changer un petit peu mais dans le cadre, comme ça, c'est une vraie clé pour le succès. Hein? Okay. Et c'est bien fonctionné. Ok, merci beaucoup Malcolm pour le partage de cette expérience de transformation réussie. Est-ce que tu pourrais maintenant nous partager une expérience de transformation qui n'a pas réussi? Donc pareil, nous redécrire un petit peu la situation initiale, les défis que tu as eu à relever, les étapes clés, et puis selon toi, quels sont les facteurs de non-réussite et surtout les apprentissages? Ça, je peux te donner beaucoup d'histoires. Et honnêtement, on va avoir peut-être un souci de déploiement sur un de nos outils, ne pas tout. Ça dépend sur la culture, etc. Mais, pour répondre à ta question, donc, il y avait un moment, autour de 2010, on a mis en place beaucoup de programmes. Beaucoup de programmes de leadership, engagement des effectifs, de risk management, des choses qui étaient pour les sites quand il était dans le mode réactif, jusqu'aux des choses comme Constructive Challenge pour un site qui était vraiment dans interdépendance. Sauf nos sites, ils commencent d'être noyés. Il y avait trop de choses. Et ça, c'était la plus grande erreur que nous avons fait, que j'ai fait chez L'Oréal, était à lancer tout le programme dans une période de quelques années. Et il y a les gens, ils existent partout, qui a une approche que, ah oui, donc c'est demande de la corporate, il faut faire, les qualités, c'est pas bien, donc il faut tick the box, c'est fait. Donc je suis un bon élève. Et là, il y a beaucoup de pression sur le site à mettre en place tous nos programmes. Et là, donc, autour de 2013, assez rapidement, on a regardé la situation mondialement et on a changé notre approche. On a changé notre approche d'arriver sur le bon outil au bon moment, dans les bonnes mains, en fonction de où vous êtes dans votre culture sécurité. Si vous êtes dans le mode réactif, dans ce cas-là, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il ne faut pas penser de mesures, il ne faut pas penser des autres outils parce que vous n'êtes pas assez avancé. Et au moment que tu es bien géré ce parti-là, tu commences à dire, OK, maintenant, il faut que je travaille sur le leadership. Là, il y a mesures. Il y a des autres programmes également. Et donc, c'est le plus grand, on va même des apprentissages que j'avais à cette époque-là, et c'était l'idée qu'il faut choisir le bon outil et méthode en fonction de votre culture. Et là, je vais en profiter pour également dire que beaucoup de gens aujourd'hui de métier, ils achètent des choses comme HOP, comme Safety Differently, qui viennent de l'extérieur, et leurs cultures sont pas prêtes. Mais ils pensent que c'est le silver bullet, il faut acheter parce que tout le monde n'en parle. C'est pas le cas. Donc, il faut bien identifier où vous êtes vis-à-vis de votre culture et ça peut changer entre le site. Ok, ça c'est vraiment très très important ce que tu viens de dire parce que c'est l'erreur que moi je vois beaucoup dans les entreprises, c'est qu'on veut aller trop vite et on a tendance à déployer des millefeuilles d'outils, on développe plein d'outils et donc il y a plein de choses. On a l'impression d'avoir fait son travail en tant qu'HSE. Moi j'ai fait mon travail, les gars vous avez qu'à déployer et en fait on sature les opérationnels parce qu'il n'y a pas que la sécurité à penser, il y a la production, la qualité, l'efficacité, les rendements, le l'IBIT, etc. Donc on les sature et à un moment donné, ça marche pas. Et là, ce que tu dis, la leçon que tu as tirée de cette expérience, parce que je pense qu'on commet tous cette erreur, à vouloir aller vite, à vouloir déployer, c'était de se dire, non, finalement, il nous faut le bon outil au bon moment, dans les mains des bonnes personnes, en fonction du niveau de maturité que vous avez. Et donc, ce que tu as réussi à faire, c'est finalement, c'est de proposer des programmes dans lesquels on peut puiser des outils en fonction de son niveau de maturité. C'est ça ? Exactement, c'est ça.
Ok, donc c'est la leçon et c'est les apprentissages que tu as tirés. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc ça veut dire que sur un site, en fonction d'un changement de directeur, on a donc un changement de culture, eh ben, on va pouvoir réévaluer l'impact de changement de leadership là, revoir à quel niveau on est dans la culture, parce qu'on bouge en fait dans la culture, hein, dans la Oui, courbe de Bradley, on bouge, et d'aller rechercher en fonction du niveau de maturité où on est, le bon outil. C'est ça? exactement. Et un Excellent. très bon exemple de cela, c'est le Covid. Donc, pendant le Covid, on a beaucoup de sites, ou la plupart de sites dans le monde, hein, en fait, même en dehors de L'Oréal, ils ont fait un focus qui était Covid. Donc, comment protéger les gens, etc., du Covid, du virus. Et quelque part, chez L'Oréal, on a trouvé que les sites, ils ont mis d'un côté un peu les programmes, les méthodes, les outils, sécurité. Et c'était la bonne décision à prendre parce qu'il faut protéger les gens du virus. Et maintenant, pour rattraper les programmes, pour remettre sur le rail, c'est difficile parce qu'en même temps, ils ont travaillé sans quelques outils, pas beaucoup de dégradation vis-à-vis de la performance. De l'autre côté, le monde est bien changé. Il y a beaucoup de pression sur l'industrie avec les matières premières, qui viennent pour l'environnement de l'externe, etc. Donc, ils ont du mal à remettre sur le rail. Et là, nous sommes en train, depuis quelques années, chez L'Oréal, à faire un petit, on peut même dire une réinitialisation de nos programmes clés. D'accord. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un au niveau de corporate, ou même au niveau de zone, au pays, EHS, pense que, ah oui, c'est fini maintenant. J'avais mis en place les programmes majeurs, le programme blablabla, bla, 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 et maintenant, mon travail est fait. Parce que c'est comme tu dis, les gens changent, la culture change. Après, quelque chose comme le Covid, l'approche de beaucoup de gens a changé également. Donc, il faut être prêt en tant que patron EHS, ou même patron du site, hein, à revenir, à réinitialiser nos outils, nos méthodes. Excellent. Super. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Alors, tu nous as parlé de beaucoup d'outils, de programmes que tu as construits, ou tu as utilisé de temps en temps des consultants externes, mais que tu as construit par toi-même, parce que tu penses que si on construit ces outils, on a plus de chances de bien les déployer. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques outils ou techniques ou programmes qui sont indispensables selon toi, pour réussir une transformation de culture? Ah oui. Donc, la première chose, et c'est assez classique, mais c'est hyper important, c'est la fondation. C'est la partie qui était gestion de risque. Il faut être capable d'identifier tout le risque parce que en tant que manager, vous n'avez pas de crédibilité si vous laissez vos gens d'être exposés aux risques importants. OK? Donc, première chose qu'il faut faire, c'est un très bon système de gestion de risque. Et là, on peut aussi, en même temps, on peut viser le visible leadership, le visible felt leadership, et aussi l'engagement des effectifs. On demande les managers dirigent, entre guillemets, dirigent les évaluations de risque avec ses équipes. C'est visible leadership et c'est engagement des effectifs. Mais derrière, il faut clôturer les actions. Donc, la première chose, honnêtement, c'est il faut avoir un socle qui était autour de risque, de gestion de risque. Ça, c'est première chose. Première chose. Les fondations, le socle, la gestion des risques. Alors voilà, complètement. Et deuxième chose, c'est comme on l'a déjà évoqué, c'est comment on peut rendre le management beaucoup plus visible sur le terrain en ce qui concerne la santé et sécurité. Et ça, on a déjà discuté comment il peut faire avec les évaluations de risque. Il y a aussi les visites majeures qu'on a déjà discuté. Il y a des autres programmes également. On a un programme qui s'appelle SEO, Safety Improvement Opportunity, les opportunités d'amélioration de la sécurité, où on utilise les yeux de tout le monde, mais c'est le manager qui est le responsable pour gérer cette idée jusqu'au bout.
c'est Visible Felt Leadership, c'est aussi, il implique l'opérateur. L'opérateur va être content parce que son idée, ils ont fait quelque chose avec son idée. Et là, et donc, quelque part, il faut aller travailler sur le Visible Felt Leadership. Le leadership visible, senti. Après ça, la troisième chose où il faut travailler pour créer une vraie culture qui est pérenne, si on peut dire cela, et il faut travailler sur la participation des effectifs et leur engagement. OK? Donc, trois choses dans ce cas-là. Risk management, gestion de risque, leadership et engagement des effectifs. Et honnêtement, mon expérience, c'est pas important quels sont les outils que vous utilisez pour faire avancer cela. Je connais beaucoup de boîtes différentes de L'Oréal qui travaillent sur le même sujet, visible, le risk management, etc., la gestion de risque, leadership, mais les méthodes, les outils sont pas les mêmes. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la thématique qui est importante, donc exact. La gestion du risque, le leadership et l'engagement des effectifs, peu importe l'outil finalement, l'outil est un prétexte et on peut avoir différents outils pour réaliser la même chose. Mais les trois éléments essentiels, c'est d'avoir un socle de gestion des risques, de former les managers, la ligne managériale à développer leur leadership pour qu'il soit visible et impactant, et travailler après sur la participation et l'engagement des effectifs. Oui, et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Pour revenir sur le sage qui était mon père, OK? Il m'avait dit, j'avais à peine 17 ans, hein, j'imaginais. Il me disait, les choses que vous mesurez va être géré. Je ne sais pas comment dire exactement la bonne expression en français. J'imaginais qu'il y avait une expression française. Oui, ce que tu ne mesures pas, tu ne le lis pas. Ah oui, c'est un peu sur la partie négative au lieu de positive, mais en anglais, on dit what gets measured gets managed. Voilà, okay? C'est ça, exactement ça. Ce qui est mesuré peut être managé. Et là, quelque part, c'est exactement le cas que j'ai vu dans toutes mes sociétés, y compris L'Oréal, pour tes projets, les programmes, les outils phares, il faut avoir les KPI. Il faut avoir les KPI et les objectifs qui conduisent, si on peut dire ça, les projets, les programmes. Parce que moi, je suis convaincu, c'est le processus qui donne le résultat. On ne travaille pas sur le résultat chez L'Oréal comme le nombre d'accidents et tout comme ça. On travaille sur le processus parce que nous sommes convaincus qu'on va avoir les résultats. Et là, quelque part, pour avoir les bons résultats, il faut que les outils, les méthodes clés soient un succès. Il faut mettre les KPI et les objectifs. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as comme justement différents KPI et comme différents objectifs pour manager un petit peu tout ce process? Il y avait beaucoup. Chaque fois qu'on a une méthode, un outil comme Measure, ok. Quand nous étions en train de créer ce programme-là, on a posé la question quel est l'objectif pour les managers? Qu'est-ce qu'on demande de manager? Qu'est-ce qu'on demande de le manager EHS? Et qu'est-ce qu'on demande des opérateurs, par exemple, ok? Et après cela, on dit que, ok, comment on va garantir le succès? Et on pose des questions tous ensemble. Et pour Measure, on est arrivé que c'est vraiment un acte de management. On posait dans les objectifs de chaque manager mondialement, a priori, on peut dire, mais c'est difficile à vérifier. Donc, que chaque manager doit faire une visite Measure tous les mois, en binôme. Et là, je peux, même aujourd'hui, je peux te dire combien de visites étaient faites par les managers dans chaque site. Et je fixe également au niveau du groupe un objectif pour le nombre de visites Measure par site, par millionnaire travaillé. Je fixe également un objectif pour Measure. Hein, c'est que ce petit programme qui était clé.
quel est un objectif de résolution des actions identifiées lors de visite. Et ça, c'est chaque manager doit résoudre au moins de 90% de toutes les actions qui sont une visite mesure. Et donc, et ça, c'est que la visite, c'est que le programme mesure. Les autres programmes clés, il y avait un programme qui s'appelle LIFE, qui était un peu notre programme qui top-down, qui gère les accidents graves et potentiellement graves. Ça s'appelle LIFE, notre programme LIFE. Donc, on a la même structure pour ce programme-là, qui était notre programme clé pour la gestion de risque. Et pour le programme SEO, que j'avais déjà mentionné, Safety Improvement Opportunities, on a aussi des KPI, des objectifs qui étaient autour. Donc, d'accord. Super. Dans le même style, donc il y a par exemple là sur mesure, je récapitule, hein, c'est une visite mesure en binôme par mois, par site et par million d'heures aussi, et 90% des actions résolues issues d'une visite mesure, c'est ça? Dans un an. Dans un an. Ok, excellent. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage-là. Alors, il y a un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble, mais je voudrais avoir tout ton point de vue là. C'est sur la vision zéro accident. Alors, ça fait débat. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des contraintes. Quelle est toi ton opinion sur la vision zéro accident? Je pense que quand on parle de vision, je pense que c'est acceptable. OK? Parce que c'est une vision et on sait très bien dans la réalité de la vie, on va probablement jamais y arriver pour une grande société. Mais on peut peut-être y arriver pour le petit boîte, un site. Hein. Et ça dépend aussi quelle est la définition des accidents. Parce que si dans un incident, tu veux inclure le premier soin, franchement, c'est impossible. On fait tous des erreurs, etc. Si on parle de vision zéro accident grave, honnêtement, j'ai tout à fait d'accord. Parce qu'un accident grave va changer la vie de quelqu'un et sa famille. Si c'était un accident irréversible, un petit bobo, est-ce que c'est peut-être moins important? Donc là, nous parlons pas. Si tu as dit objectif zéro, je vais être complètement contre. Parce que je pense que j'avais vécu dans le passé, même mes sociétés, on a fixé les objectifs zéro. Mais là, quand il y a un objectif zéro, il y a la possibilité dans quelques pays, quelques comportements de managers où ils vont peut-être essayer ou peut-être cacher des choses. Parce que c'était l'objectif, spécialement si l'objectif est lié à son bonus. OK? Et moi, je suis plutôt convaincu que c'est mieux à fixer des objectifs pour le processus et d'être convaincu, si on a le processus qui fonctionne très bien, la gestion de risque, le leadership visible et l'engagement des effectifs, par exemple pour L'Oréal, on va avoir les bons résultats. Et la preuve que j'avais dans toutes mes sociétés où j'ai travaillé c'est le cas. C'est le cas. Ça l'a dit. Il y a aussi les gens qui vont dire que comment on peut dire qu'on va avoir un accident? C'est impossible. Mais on sait, dans l'autre côté, c'est pas possible, probablement, spécialement pour quelques industries. Mais Vision Zero, je pense, est beaucoup mieux que l'objectif zéro. Ça, c'est mon sentiment. Et je peux te présenter les gens où j'avais beaucoup de respect pour, qui va dire non, nous, c'est zéro. On peut pas avoir autre chose. Je comprends. Et de l'autre côté, il faut définir c'est quoi le zéro. Moi, si tu dis objectif zéro, accident grave, c'est bien. Je me souviens, je pense que quand tu étais chez McCain, quand j'étais chez Péchenet, il y avait des sociétés qui avaient objectif un seul accident mortel ou 2 accidents mortels dans l'année. Tu te souviens? Oui, je me souviens, oui. Le monde a changé.
On avait même participé à une conférence, je crois, à Londres, où il y avait une personne d'une grosse société qui nous avait présenté ses résultats. Oui, on baisse notre taux de fréquence, on est presque à zéro, mais par contre, on a toujours une dizaine d'accidents mortels par an. Et là, on s'interroge, et c'est là que est arrivé les programmes LIFE, notamment toutes ces choses-là, parce que effectivement, il faut revenir à l'essentiel aussi. Hein. Évitons les accidents mortels, mettons-nous une pression pour éviter les accidents mortels, les accidents graves, qui, comme tu l'as dit, ont des incidences fortes pour un employé et pour sa famille. Alors que un accident, même avec arrêt, une semaine, voilà, la personne après elle a récupéré, et on n'est pas la même chose. Et les accidents bénins, moi je te rejoins, hein, les accidents bénins c'est presque impossible parce que on est des machines à erreurs, on fait des erreurs, donc on peut pas empêcher les accidents bénins. Et au contraire, ils sont un rappel, ils sont même nécessaires et ils sont un rappel parce qu'ils montrent notre faillibilité et que à un moment donné, on peut pas toujours être en surconfiance. Et non. Ça nous rappelle à l'ordre. Et en plus de cela, c'est d'être humain, c'est également la façon que nous allons apprendre. On apprend parce qu'on fait des erreurs, des choses qui passent pas très bien. Ok? Et même pour toi et moi, nous travaillons dans la sécurité depuis longtemps, mais nous sommes humains. On fait des erreurs de temps en temps, mais aussi également. Même, je ne sais pas si tu peux dire oui, c'est le cas, mais de temps en temps, tu dépasses la limite vitesse sur l'autoroute. Mais tu sais, tu es en train de ne pas suivre une règle de la sécurité, mais d'être humain et que nous sommes également pressés par le temps. C'est comme ça que nous sommes câblés. Et le vrai succès dans la santé et sécurité, et c'est aussi essayer, entre guillemets, essayer à comprendre la façon que nous sommes câblés. Et comment on peut influencer cela. D'accord. Et est-ce que tu as développé, toi, des programmes chez L'Oréal pour justement comprendre comment on est câblé et comprendre comment influencer ça? Un peu. Tu sais très bien, j'étais une des premières dans notre profession en 2011 à parler sur Nudge. OK? Ouais. Donc, et on a essayé de tester là-dessus. Mais le problème avec travailler sur le câblage, le comportement des gens, que nous sommes chacun différents. On a chacun des expériences différentes. Même dans la même culture, nous sommes français, toi et moi. Je suis français également, hein, maintenant. Mais on a un parcours différent, on a une expérience différente, on réagit différemment à la même exposition. Parce que nous sommes humains. Et le vrai truc que j'ai appris était, il faut trouver une façon à rendre la sécurité perso. Pour chacun, personnel, pour chacun individuellement. Et là, c'est un challenge. Donc, et nous avons arrivé sur une approche autour de 2017 qui a commencé à rendre la sécurité personnelle parce qu'on a essayé de tout qui était nudge, travailler sur le comportement. Et forcément, quand on travaille sur le comportement des gens, c'est le comportement dans le sens plus large, humain, behavioral. Donc, tout qu'on fait avec les évaluations de risque, si on va impliquer les opérateurs, les managers, ils vont comprendre, ils vont changer un petit peu, ils vont être beaucoup plus sensibles. OK? Si toi, tu as un accident important dans ta vie, dans ta famille, ça va te changer également. OK? Mais c'est difficile à gérer tout ça. Mais nos programmes, quand on regarde le Bradley Curve, on parle vers une culture d'interdépendance. Moi, je ne travaille pas vraiment sur la culture santé-sécurité. Tu sais quel est le sujet où je travaille? Vas-y, partage. Je travaille à développer une culture qui va aider les gens à chercher, identifier le risque eux-mêmes. C'est ça l'objectif. Je veux que toi, un opérateur, une femme de ménage même, être capable d'avoir les risques eux-mêmes
et faire leurs propres décisions pour gérer cet risque. Parce que toi et moi et tous les animateurs sécurité sont pas là tout le temps. Et donc, et quand on parle d'une culture santé-sécurité vers interdépendance, on dit ça chez L'Oréal, hein, mais la vérité, pour moi, je travaille pour créer une culture qui cherche des risques. Qui rend, alors moi je vais compléter, de ce que j'ai compris, hein, qui rend les personnes autonomes. Donc tu veux aller sur une culture d'autonomie qui permette à des personnes elles-mêmes d'identifier, elles-mêmes d'être capables de prendre la bonne décision au bon moment avec le bon outil. Et si, exactement, mais si nous pouvions y arriver, hein, c'est un cadeau pour la vie. Ça veut dire que vous allez appliquer le même, entre guillemets, règle, parce qu'on a changé le câblage, chez vous, avec le copain, avec des amis. Donc, c'est le grand réussi. Oui. Et je sais à quel point ça te préoccupe beaucoup de pas seulement influencer les comportements des personnes dans ton organisation actuelle chez L'Oréal, mais au-delà. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu toutes tes contributions que tu fais au-delà pour influencer les personnes à prendre soin d'elles et à prendre soin des autres? Wow. En fait, on a un programme qui s'appelle Safe at Work, Safe at Home chez L'Oréal, qui était l'objectif à faire l'exportation de notre culture à l'extérieur, dans nos familles, dans toutes les communautés locales et dans les autres sociétés. En fait, comme tu sais, j'avais beaucoup de réseaux, j'avais des réunions avec mes homologues, on partage des choses, etc. Avec l'espoir que on va ajouter une valeur de notre société et peut-être sauver une vie. Et là, quelque part, avec Safe at Work, Safe at Home, on donne les gens un extincteur. Mais si je vais te donner un extincteur, tu vas aller chez toi avec, hein, et tu vas forcément parler avec la famille pourquoi tu as reçu un extincteur de la part de L'Oréal, comment l'utiliser au cas où, etc., etc. Et ça va faire une sensibilisation de santé et sécurité pour la famille. On fait la même chose avec la formation premier secours, mais en intégrant le parti bébé. Okay? Et là, l'idée est uniquement à dire que on peut faire plus, on peut aller essayer de sauver une vie, faire la sensibilisation des gens ailleurs. Dans le programme Safe at Work, Safe at Home, il y a un sous-programme qui s'appelle Sauver les enfants, Keeping Kids Safe. Eux, on va dans le bidonville en Afrique du Sud, en Inde, on a fait la même chose au Brésil, etc. Et avec le seul objectif, à discuter la sécurité, la santé d'une façon qui était fun, agréable, etc., avec les enfants. Parce que peut-être on peut sauver une vie d'un enfant. Et la dernière fois, j'étais dans comment on dit un orphanage en français? Comment? Un orphanage, où on a des orphelins. Un orphelinat. En orpheline. On est allé dans une orpheline avec, on a plus de 100 enfants qui étaient autour de nous dans une bidonville en Indonésie. Hein. Et là, quelque part, c'était remarquable, avec tout le sourire et tout comme ça. Ils n'ont jamais vu un pompier. On a fait venir un pompier. On a fait venir un SAMU. Et on a discuté d'une façon fun, etc. Et finalement, on a discuté pourquoi le colibri était important pour eux. Parce qu'il peut être tous le petit colibri. D'accord. Alors ça, c'est quelque chose qui tient à cœur. Oh oui, mais là, pour terminer, là, on a fait participer les gens de L'Oréal. Ils sont fiers à travailler pour une société qui voudrait faire une différence, même dans leur famille, dans les bidonvilles, dans les communautés locales, etc. Et ça change également le câblage pour que la raison d'être, ce n'est pas pour travailler pour L'Oréal, c'est pour travailler pour L'Oréal, mais plutôt pour la famille, pour avoir de l'argent, pour faire des choses qu'ils voudraient bien faire. Et ça change dans leur tête le pourquoi la santé et sécurité. C'est pas pour suivre les règles L'Oréal, parce que L'Oréal demande, c'est parce que c'est important pour ma famille.
Ouais. Le pourquoi est important, hein. Le pourquoi dans la tête des temps, dans le câblage, va orienter des câblages différents si on a un pourquoi qui est valide. En tous les cas, félicitations pour toutes ces initiatives, hein, ces programmes Safe at Work, Safe at Home. Je me rappelle que tu l'avais présenté, mais j'étais pas au courant de Sauver les enfants, du sous-programme Sauver les enfants, ni de tes actions sur l'orphelinat. Franchement, félicitations, c'est des belles initiatives. Merci. Alors. Je vois que le temps passe. Ah oui, désolé. Hein. Oui. Il y a beaucoup de sujets que j'aurais aimé continuer de partager, discuter avec toi, mais tu nous as quand même parlé de leadership, aussi des éléments qui favorisaient un état d'esprit favorable. Je voudrais te poser quelques dernières questions, si tu as encore un petit peu de disponibilité. Pas de problème. Quel est ton plus grand risque que tu as pris dans la vie? Toi, personnellement, le plus grand risque que tu as pris? Venir travailler en France. Quitter l'Angleterre pour la France. Ça, c'était ton plus grand risque? Honnêtement, parce que c'était une nouvelle aventure, mais on ne connaît pas vraiment le pays. On va laisser nos parents en Angleterre. Ma femme, elle a arrêté de travailler en Angleterre. Honnêtement, c'était le plus grand risque perso que j'ai jamais pris dans ma vie. Ok. Et comment tu as fait pour le gérer, ce risque-là? Comment tu as fait pour anticiper des conséquences négatives et faire en sorte que ça se passe bien? Parce que j'imagine, si ça fait 16 ans maintenant ou plus que tu es en France, c'est que ça a 25. fonctionné. 25 ans. 25 ans que tu es en France, pardon. Donc, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Qu'est-ce que tu as su anticiper? Comment tu as géré le risque? En fait, je pense que j'avais géré le risque à travers la communication et aussi de oser poser des questions. Parce que à l'époque, quand j'avais pas beaucoup de français, toujours de mal à comprendre le parti administratif, etc. Donc, mais tout de suite, je me décidais, il faut plonger dedans, ok? Il faut accepter comme c'est, parce que c'est pas l'Angleterre, c'est un autre pays avec une autre culture, mais je vais poser les questions quand même. Et même si j'avais pas vraiment un bon niveau de français, je vais quand même essayer de poser les questions pour mieux comprendre. Et comme ça, souvent, le sujet où on pense que c'était stressant ou quelque chose comme ça n'était pas stressant. Et c'est très bien passé. Et honnêtement, d'avoir un enfant à l'époque qui avait 9 mois, c'était super bien pour rencontrer les gens, d'avoir des enfants. Nous avons eu 2 enfants en France et on a mis nos enfants dans le système français pour l'école et tout comme ça. C'est très bien passé. C'est très bien passé. Et honnêtement, le risque que nous avons pensé était plutôt un risque que ça ne va pas échouer. On ne va pas s'adapter. Mais avec la façon que je suis parlé avec les gens, etc., honnêtement, c'était une très bonne décision. Ok. Donc, si je retiens hein, l'élément clé là dans ta gestion du risque que tu as pris, le risque le plus important de venir en France, c'était de communiquer et de poser des questions. Poser des questions sans cesse pour comprendre, pour toujours t'ajuster et évaluer en fonction des réponses que tu captais, c'est ça? Exactement, mais il y avait forcément les moments qui étaient difficiles. Mais honnêtement, c'était une très bonne décision finalement. Et le risque était bien géré. Le risque était bien géré. Et tu peux, si je t'avais donné un challenge ou quelque chose, un risque au travail, hein, donc je pense que ça va être la même chose. C'était plutôt essayer de comprendre, parler, d'avoir la conversation, parce que on a la solution pour tout, quelque part. Il faut uniquement identifier la bonne personne d'en parler. Excellent. Merci beaucoup pour ce partage. Comme avec notre réseau à l'époque. Hein. Oui. Tu te souviens le monde, la quantité de choses que nous avons bien partagées ensemble, qui après m'aidaient beaucoup dans mes sociétés, quoi. Oui, c'était très riche, hein. Partager effectivement, mais pour qu'on puisse partager quelque chose, il faut que quelqu'un pose la question. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Et souvent, on n'ose pas. Et là, il faut oser. Merci beaucoup pour ça. Alors, de quoi es-tu le plus fier personnellement et professionnellement?
professionnellement, c'est facile. C'est vraiment le programme Safe at Work, Safe at Home. Donc, il y a un impact énorme à l'extérieur de L'Oréal, mais j'avais pas à l'époque pensé que ça va avoir un impact énorme à l'intérieur également. À rendre les gens fiers, à leur donner une raison d'être, etc., pour qu'ils voient qu'ils peuvent faire une différence à l'extérieur. Et c'est comme ils ont chacun changé le niveau de sensibilisation de la santé et sécurité et autour d'eux. Et entre toi et moi, je pense que ça aide beaucoup avec les conversations entre les opérateurs, etc., chez L'Oréal pour le site, qu'ils le fassent. C'est pas partout, hein. Honnêtement, c'est pas partout. On fait Safe at Work, Safe at Home partout, mais pas forcément le sauver des enfants. C'est dans quelques pays. Mais c'était, honnêtement, je sais pas quelle est la bonne expression en française, mais c'était un game changer chez L'Oréal. D'accord. Safe at Work, Safe at Home, c'était remarquable. Et c'était un programme qui avait une idée. Il n'y avait pas de KPI, il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas des outils. C'est qu'un état, il n'y a qu'un esprit. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Je te laisse dire. Honnêtement, on a fait un très bon logo parce que le branding, le marketing pour la santé et la sécurité, c'est important à notre niveau parce que quelque part, il faut vendre la sécurité. OK? Il faut faire le marketing. Et là, donc, on a fait un très bon logo. Mais le sujet eux-mêmes, sauver des enfants, Safe at Work, Safe at Home avec les familles, ça touche le cœur de tout le monde, hein, n'importe où dans le monde. Et comme ça, on peut rendre la sécurité et la santé vraiment personnelle. Ok. Donc, si je comprends bien, pour aller modifier le câblage, il faut toucher le cœur. En touchant le cœur, on va modifier le câblage dans la tête, donc les comportements, les manières d'interagir avec les dangers, c'est ça? Oui, et parce qu'en plus, c'est la seule façon, à mon avis, hein, à rendre la sécurité et la santé personnelle. Il faut toucher le cœur. Et nos cœurs sont tous différents. Ok. Et au niveau personnel, c'est quoi ta plus grande fierté? Alors ça, c'est simple. C'est mes garçons. Tes garçons, tes 3 garçons? 3 garçons, les 3, il y en a 2 maintenant qui sont à l'université. Et il y avait le troisième, mon fils aîné, qui travaille maintenant dans la cybersécurité. Donc, encore mon père et ma mère, OK? Elle me disait que pour un enfant, on peut les donner que 2 choses, souvent, en tant que parent. C'est le bon sens et une bonne éducation. Et après, il faut qu'il quitte le nid, il fait le truc. Et si nous pouvons être fiers d'eux, ça veut dire qu'on a fait bien notre travail, même si de temps en temps c'est difficile. Et là, j'avais 3 garçons où je suis complètement fier de où ils sont. Super, félicitations. Félicitations, Malcolm. Voilà. Alors, allez, dernière question, et puis après on arrête. Je te promets, je te remercie beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu pourrais nous partager un ou des livres à nos auditeurs qui vraiment t'ont influencé, qui ont fait un game changer pour toi dans ta manière de penser et d'implémenter la santé et la sécurité dans les organisations? Un seul. Un ou plusieurs. Voilà. Vas-y. Si on parle de la culture, donc il faut bien comprendre que la culture est différente entre les pays. Et même dans un pays, il y a une culture un peu générique pour un pays. Okay? Et il y a un bouquin qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Erin Meyer, qui s'appelle en anglais The Culture Map, et je pense que la traduction en français, c'est les cas de différences culturelles. OK? Et c'est un livre qui a été remarquable. C'est assez nouveau en tant que livre, donc, mais pour 15 €, il faut acheter. Ok, super. Un autre? Un autre qui était bien impacté était le bouquin par Kahneman qui s'appelle Thinking Fast and Slow. Oui, système 1, système 2. Voilà, système 1, système 2. Et parce que d'une façon qui était simple, ça m'aidait bien comprendre un peu mieux, pas forcément pas complètement, le cerveau. Le cerveau.
Et un troisième, je vais ajouter un troisième parce que c'est quelque chose que j'ai lu il y a quelques années. C'était Neurosciences et la sécurité, si je me souviens, par Isabelle Simonetto. Oui. C'est un très bon pour les gens de métier comme nous. C'est un très bon livre à lire. Super. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour tous ces partages, Malcolm. Vraiment un grand merci pour ton temps, pour ta disponibilité, et puis pour tout ce que tu apportes, tout ce que tu m'as apporté personnellement, et tout ce que tu apportes aux autres et à ton organisation. Merci, Malcolm, et à très bientôt. Au plaisir de te revoir en physique. Merci et à bientôt. Ciao. Ciao.